Le 29 janvier 2025, en quelques heures, une alliance militaire inattendue naît au cœur du Sahel et vient fissurer des décennies d'équilibres imposés de l'extérieur. Portée par Ibrahim Traoré, elle rassemble le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour dénoncer l'échec des interventions étrangères, répondre aux offensives djihadistes répétées et revendiquer une souveraineté assumée. Mais que signifie vraiment pour les familles, les villages et les soldats du Sahel cette rupture brutale conduite par Ibrahim Traoré et ses alliés? Entre promesses d'autonomie durable, risques d'escalade régionale et regards méfiants des grandes puissances, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest se joue maintenant. L'Alliance des États du Sahel promet plus qu'une coordination militaire. Elle prétend offrir un cadre où trois nations longtemps marginalisées reprennent enfin la maîtrise de leur sécurité et de leur destinée collective. Au cœur de cette promesse se trouve une idée simple, 10 mots, qui façonnent toute l'ambition du projet: restaurer une souveraineté réelle malgré les menaces persistantes. Pour les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, cette perspective signifie potentiellement la fin d'un cycle d'attentats, de déplacements massifs et de dépendance envers des forces extérieures dont l'efficacité reste contestée. Matcac, l'enjeu est immense. Toute erreur stratégique pourrait raviver les fractures internes, alimenter la méfiance régionale et exacerber les tensions avec les puissances occidentales déjà inquiètes du nouveau rapport de force. Son sang, un micro-hook s'impose. Si l'Alliance parvient à réduire durablement la violence, quels changements concrets les villages du Sahel ressentiront-ils en premier? Le pari est audacieux: transformer une union militaire naissante en un pilier de stabilité régionale, alors même que les groupes djihadistes demeurent actifs et adaptatifs. Les premiers rapports internes indiquent que dans les 6 mois ayant suivi la création de l'Alliance, les attaques djihadistes ont reculé d'environ 30% dans plusieurs zones frontalières auparavant considérées comme incontrôlables. Cette baisse, encore partielle mais réelle, constitue le premier signal mesurable que la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré peut modifier l'équilibre sécuritaire, là où des années d'interventions extérieures n'avaient obtenu que des résultats irréguliers. À partir de ce point, le contexte apparaît sous un jour entièrement nouveau. Depuis 2022, le Burkina Faso, confronté à une montée continue d'insurrections, avait perdu des portions de territoire au profit de groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM. Le Mali et le Niger, eux aussi fragilisés, évoluaient dans des paysages politiques fragmentés, freinés par la dépendance structurelle envers des partenaires étrangers et par la lenteur d'opérations multinationales souvent insuffisamment adaptées au terrain. Et le basculement du 29 janvier 2025 s'inscrit donc dans une séquence où les trois pays cherchaient déjà, chacun à leur manière, une issue face à l'érosion de leur souveraineté opérationnelle. C'est dans cet entrelacement de vulnérabilité que le leadership d'Ibrahim Traoré trouve son point d'ancrage. L'annonce d'une alliance militaire strictement sahélienne rompt avec une architecture régionale centrée depuis des décennies sur des partenaires occidentaux. Elle recentre le pouvoir décisionnel, accélère les mécanismes de réponse et propose un modèle où le commandement unifié devient le cœur de la manœuvre. L'objectif n'est pas seulement de mutualiser des moyens, mais de déplacer les lignes géopolitiques. Affirmer que le Sahel peut, au moins en partie, dicter son propre tempo stratégique. Néanmoins, cette transformation se produit dans une région saturée de rivalités, où chaque avancée s'accompagne d'une contrainte latente. Les divergences politiques entre Bamako, Niamey et Ouagadougou persistant. La pression diplomatique occidentale reste forte.
Les groupes armés testent en permanence les failles de la coordination tripartite. Ainsi, l'alliance naissante évolue dans une tension constante entre consolidation et fragilité, entre ambition souveraine et risque d'éclatement. Au centre de cette dynamique émergente, une figure qui agit comme fil conducteur, le commandement conjoint récemment mis en place, pensé pour réduire les délais de décision et synchroniser les troupes des trois pays. Cette structure, installée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, sert de boussole opérationnelle dans une région où l'information circule souvent trop lentement pour contrer des groupes mobiles et fragmentés. Un premier cas, observé dans le nord du Burkina Faso, illustre la portée de ce changement. Là où les unités locales mettaient parfois plusieurs jours à obtenir un appui extérieur, la coordination avec les forces maliennes a permis d'intervenir en quelques heures, empêchant l'installation durable d'une cellule affiliée à l'EIGS. Le résultat fut limité en apparence, une zone reprise, quelques positions défensives consolidées, mais suffisant pour éviter que des villages déjà fragilisés ne basculent une fois de plus dans l'exode. Un second cas, cette fois à la frontière entre le Niger et le Mali, montre comment la mise en commun des renseignements peut infléchir un affrontement annoncé. Une patrouille nigérienne, informée à temps de mouvements suspects, a pu éviter une embuscade et signaler la présence de combattants aux unités maliennes situées à proximité. Ce type de micro-coordination, auparavant rare, devient progressivement une routine opérationnelle. Ces exemples ne dessinent pas une victoire définitive, mais suggèrent une inflexion concrète. La capacité de trois États autrefois isolés à aligner leurs réflexes militaires. Et si ce nouvel automatisme, encore imparfait mais réel, devenait le premier socle d'une sécurité durable pour le Sahel, le déclencheur survient le 29 janvier 2025, lorsque trois capitales, Ouagadougou, Bamako, Niamey, annoncent simultanément leur retrait de la CEDEAO et la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette rupture ne naît pas d'un simple désaccord diplomatique, mais d'une accumulation de frustrations, sanctions jugées contraignantes, interventions étrangères perçues comme inefficaces et érosion progressive des marges de souveraineté militaire. L'initiative, portée publiquement par Ibrahim Traoré, fixe immédiatement un nouveau cadre: sécurité partagée, commandement unifié, mutualisation des moyens terrestres et aériens. En quelques heures, la région passe d'un système institutionnel hérité à une architecture de défense autonome. L'apogée survient quelques semaines plus tard, lorsqu'apparaissent les premiers effets concrets de la coordination tripartite. Les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger réunissent un total de 88 000 soldats, épaulés par plus de 300 chars, 470 véhicules blindés et une puissance aérienne combinée de 90 avions et 70 hélicoptères. Les premières opérations coordonnées se concentrent sur les zones frontalières les plus instables, couloirs de transit djihadistes, villages exposés et localités où les groupes affiliés à l'EIGS et au GSAIM tentaient de s'implanter durablement. La dynamique change. Des attaques, autrefois difficiles à prévoir, sont anticipées grâce au partage de renseignements. Des offensives majeures sont repoussées, notamment dans le nord du Burkina Faso, où près de 40% du territoire reste contesté. Cette phase marque l'instant où l'Alliance montre qu'elle peut produire une réponse militaire mesurable, là où les dispositifs précédents peinaient à réduire la pression insurgée. L'onde de choc ne tarde pas. Les puissances occidentales réagissent par des messages prudents, parfois critiques, redoutant un réalignement géopolitique renforçant l'influence de la Russie, de la Chine et de la Turquie dans le Sahel. Les sanctions économiques déjà présentes s'intensifient par endroits.
des partenaires régionaux expriment leurs inquiétudes face au départ de la CEDEAO. De l'autre côté, le soutien militaire extérieur, armes russes, assistance technologique chinoise, expertise turque en matière de drones, consolide davantage l'alliance. Mais cette consolidation entraîne aussi une dépendance nouvelle, qui fait peser un risque de pression future. Pendant ce temps, les groupes djihadistes adaptent leurs tactiques. Dispersion accrue, attaques ciblées, utilisation stratégique des zones transfrontalières pour contourner les opérations de l'Alliance. Les répercussions internes entre pays membres deviennent perceptibles. Le rôle central du Burkina Faso, jugé nécessaire par certains pour assurer la cohésion initiale, est perçu par d'autres comme une domination potentielle. Les divergences préexistantes entre Bamako, Niamey et Ouagadougou demeurent sous la surface. L'alliance avance mais sur un terrain mouvant. Chaque victoire ouvre une nouvelle zone de tension diplomatique. Chaque recul insurgé révèle une faille organisationnelle. Chaque soutien extérieur s'accompagne d'un calcul géopolitique. Ainsi se dessine la ligne des événements, un choc inaugural, une montée en puissance rapide, puis une série de répliques où diplomatie, sécurité et rivalité s'entremêlent. De cette cascade dépend l'avenir d'une région entière. La ligne de base est simple. Avant janvier 2025, les trois États du Sahel subissaient une pression djihadiste constante, avec des zones entières hors du contrôle étatique. Le delta s'observe clairement 6 mois après la création de l'Alliance, lorsque les opérations coordonnées commencent à produire des effets mesurables. Cette trajectoire, voulue et revendiquée par Ibrahim Traoré, permet pour la première fois de comparer l'avant et l'après selon des indicateurs précis. Premier indicateur, la baisse d'environ 30% des attaques djihadistes dans plusieurs zones frontalières du Burkina Faso et du Mali. Cette diminution, issue des rapports internes mentionnés dans la source, ne signifie pas une disparition de la menace mais une contraction réelle de la fréquence des offensives. La logique derrière cette baisse tient surtout à la rapidité nouvelle de la coordination. Les états-majors n'attendent plus des signaux isolés, ils combinent surveillance aérienne, partage instantané d'alertes et mobilisation quasi simultanée des unités voisines. Cette baisse représente un changement de rythme que les populations locales perçoivent immédiatement dans leur quotidien. Deuxième indicateur, la force combinée de 90 000 soldats répartis entre le Burkina Faso, 35 000, le Mali, 26 000 et le Niger, 27 000. L'existence de ce volume n'est pas nouvelle en soi, mais sa mise en commun opérationnelle l'est entièrement. Avant l'Alliance, ces effectifs agissaient en silos, dispersés, freinés par des divergences de doctrine et par l'absence d'un commandement unifié. Désormais, cette masse critique permet des déploiements simultanés sur plusieurs axes, ce qui limite la capacité des groupes armés à exploiter les failles géographiques. Cette réorganisation donne un poids militaire inédit aux trois États-Unis. Troisième indicateur, la réduction de 20% des déplacements internes au Burkina Faso en raison d'une amélioration de la sécurité dans les zones rurales. Ce chiffre traduit un impact social direct. Lorsque les villages ne sont plus contraints de fuir, l'économie locale se maintient, les réseaux communautaires survivent et les tensions humanitaires diminuent. Cette réduction n'est pas une victoire totale car les zones contestées restent nombreuses, mais elle prouve que le recul partiel des groupes insurgés change concrètement la vie de milliers de familles. Le lien entre ce chiffre et la performance militaire souligne l'importance des opérations conjointes et de la couverture territoriale élargie. Au-delà de ces trois mesures centrales, les capacités matérielles jouent un rôle déterminant. Les plus de 300 chars,
les 470 véhicules blindés, les 90 avions et 70 hélicoptères ne sont pas seulement des chiffres impressionnants. Ils incarnent un basculement vers une autonomie stratégique renforcée par l'appui extérieur de la Russie, de la Chine et de la Turquie. Les conseillers militaires, l'équipement modernisé et les outils de renseignement fournis par ces partenaires contribuent à structurer une réponse plus robuste, même si cette dépendance soulève ses propres risques géopolitiques. Ainsi, les preuves quantitatives révèlent un tableau à double entrée. Amélioration sécuritaire tangible d'un côté, tensions internes et fragilité persistante de l'autre. Le défi sera de maintenir la trajectoire ascendante sans que les arbitrages politiques n'affaiblissent l'édifice conçu sous la houlette d'Ibrahim Traoré. Les partisans de l'Alliance des États du Sahel avancent une thèse structurée et cohérente. Pour eux, cette union constitue la première réponse capable de rivaliser avec la fragmentation sécuritaire du Sahel. Ils soulignent que la centralisation du commandement, l'intégration des forces aériennes et terrestres, ainsi que le partage instantané des renseignements offrant enfin une architecture militaire apte à contrer des groupes djihadistes mobiles et dispersés. Selon eux, l'ancien système, dépendant de conseils extérieurs, d'opérations multinationales lentes et de mécanismes de coordination fragmentés, avait atteint ses limites. Dans cette lecture, la nouvelle alliance matérialise un rééquilibrage attendu. Trois États qui, après des années de pertes territoriales et de pressions étrangères, décident de reprendre la main. À l'opposé, les critiques défendent une inquiétude structurée, ancrée dans les faiblesses persistantes de la région. Ils estiment que l'alliance pourrait masquer des tensions profondes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour la centralisation de la force militaire risque d'accentuer les rivalités politiques, notamment autour de la répartition du pouvoir ou de la gestion des ressources stratégiques. Ils ajoutent que l'implication croissante de partenaires extérieurs, Russie, Chine, Turquie, pourrait fragiliser davantage l'équilibre diplomatique, accroître la dépendance de l'Alliance et alimenter une escalade avec les puissances occidentales. Dans cette paix, l'initiative ne serait pas un remède durable, mais un pari risqué sur une cohésion encore instable. La réponse à ces deux lectures exige un regard ancré strictement dans les données disponibles. Les premiers résultats opérationnels montrent des succès tactiques réels, baisse des attaques, meilleure réactivité et réduction de certains déplacements internes. Toutefois, aucune de ces avancées ne dissipe les risques politiques internes mentionnés par les sceptiques. Les trois pays restent exposés à des divergences qui, si elles ne sont pas gérées, pourraient fragiliser la construction institutionnelle de l'Alliance. La solidité du projet dépendra donc de la capacité des États à maintenir simultanément l'efficacité militaire observée et une négociation politique continue. Ce double équilibre constitue pour l'heure le véritable point d'inflexion. Tout bascule à cet instant précis, car le midpoint révèle une tension que les premiers succès militaires ne suffisent plus à masquer. La cohésion interne de l'Alliance, pourtant présentée comme un socle solide, commence à montrer ses premières fissures. Les opérations conjointes fonctionnent, les offensives djihadistes reculent dans plusieurs zones, mais la mécanique politique derrière cette efficacité reste fragile. La centralité croissante du Burkina Faso dans la chaîne de commandement suscite des réserves au Mali comme au Niger, où certains cercles militaires craignent une asymétrie durable. Cette inflexion devient plus visible lorsque l'on observe le rôle de plus en plus structurant joué par Ibrahim Traoré. Son leadership militaire accélère la coordination, mais son poids politique soulève aussi des interrogations internes. Les partenaires extérieurs, Russie, Chine, Turquie, accompagnent l'Alliance, renforçant ses moyens, élargissent son autonomie opérationnelle. Pourtant, cet appui, indispensable sur le plan militaire,
introduit des équilibres nouveaux que chaque capitale interprète différemment. Cette phase médiane met donc en lumière un paradoxe. L'alliance avance, mais elle avance sur un terrain de plus en plus sensible. À ce moment charnière, tout dépendra de la capacité des trois pays à préserver leur unité politique pendant que la pression sécuritaire perdure. Au niveau national, sur le plan national, l'Alliance des États du Sahel modifie en profondeur la manière dont les trois pays gèrent la menace djihadiste. Au Burkina Faso, où près de 40% du territoire restait contesté, la coordination renforcée permet de réduire les incursions dans plusieurs zones rurales. Les efforts burkinabés, désormais appuyés plus rapidement par les unités maliennes ou nigériennes, stabilisent des localités autrefois difficiles à tenir. Cette dynamique consolide le discours de souveraineté défendu par Ibrahim Traoré et renforce la perception que l'Alliance constitue une alternative crédible à des dispositifs extérieurs, jusque-là jugés insuffisants. Toutefois, cette amélioration reste partielle et n'efface pas les tensions internes entre capitales membres. Sur le plan diplomatique, les effets sont nettement plus contrastés. La rupture avec la CDA continue de provoquer des réactions régionales et alimente des inquiétudes auprès de partenaires voisins. Les puissances occidentales maintiennent leur pression, oscillant entre critique et prudence stratégique, notamment face au rapprochement croissant avec la Russie, la Chine et la Turquie. Pour Bamako et Niamey, cette recomposition géopolitique offre de nouveaux leviers, mais accentue aussi l'isolement diplomatique. Au sein de l'Alliance, chaque capitale tente d'équilibrer son autonomie avec les risques politiques d'une dépendance extérieure accrue. L'enjeu diplomatique devient donc un exercice permanent de navigation entre méfiance ancienne et nouveaux soutiens. Au niveau social et démographique, sur le plan social et démographique, les effets de l'alliance se traduisent déjà dans la vie quotidienne de plusieurs communautés rurales. La réduction de 20% des déplacements internes au Burkina Faso illustre une amélioration tangible, en particulier dans les zones où la présence coordonnée des trois armées empêche l'installation durable des groupes armés. Les villages qui retrouvent une forme de stabilité rouvrent parfois écoles et marchés, signe d'un répit encore fragile mais réel. Cependant, les tensions restent fortes dans les zones frontalières où les insurgés continuent d'opérer par cellules dispersées, capables de revers tactiques rapides. La société civile observe ces évolutions avec un mélange d'espoir et de prudence, consciente que la moindre faille stratégique pourrait inverser la tendance. Sur le plan économique et structurel, l'Alliance n'a pas encore produit de transformation profonde, mais elle influence déjà plusieurs indicateurs sensibles. Les corridors routiers, contrôlés plus efficacement, facilitent les flux logistiques, tandis que certaines régions auparavant isolées rétablissent des échanges commerciaux locaux. Le soutien matériel extérieur, armement russe, technologie chinoise, drones turcs, allège partiellement la pression financière sur les États membres. Néanmoins, cette dépendance technologique comporte un risque de vulnérabilité future, surtout si les tensions avec les puissances occidentales s'entendent. Les investissements directs restent limités en raison d'une perception internationale prudente, voire sceptique, face à la stabilité politique régionale. Ainsi, l'impact réel de l'alliance s'exprime par couches successives: progrès sécuritaire mesurable, recomposition diplomatique délicate, amélioration sociale partielle et fragilité économique persistante. La question n'est donc plus de savoir si l'alliance agit, mais si elle saura transformer ses gains initiaux en fondations durables face aux défis encore ouverts. Dans un scénario de base couvrant 6 à 12 mois, l'Alliance des États du Sahel maintient son niveau actuel de coordination sans rupture majeure.
Les opérations conjointes continuent de contenir les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM dans plusieurs zones frontalières, tandis que les offensives de grande ampleur restent limitées grâce au partage renforcé du renseignement. Les tensions internes ne disparaissent pas, mais demeurent gérables. Bamako, Niamey et Ouagadougou acceptent un équilibre pragmatique autour du commandement unifié, même si la centralité du Burkina Faso suscite encore des réserves. Les pressions diplomatiques occidentales persistent, mais l'Alliance parvient à conserver ses soutiens extérieurs sans escalade. Dans ce scénario intermédiaire, les gains sécuritaires progressent lentement mais régulièrement, sans transformation profonde de la dynamique géopolitique. Dans une perspective optimiste, la coordination militaire s'intensifie et étend son efficacité à davantage de zones rurales. Les résultats initiaux, dont la baisse des attaques djihadistes et la réduction des déplacements internes, créent un cercle vertueux où la confiance mutuelle s'accroît entre les trois capitales. L'Alliance parvient à harmoniser la répartition des responsabilités en réduisant les perceptions de domination du Burkina Faso, ce qui renforce la cohésion interne. Les partenaires extérieurs, Russie, Chine, Turquie, soutiennent la montée en capacité sans générer de nouvelles tensions régionales. Une stabilisation progressive apparaît dans plusieurs régions contestées, ouvrant la possibilité d'initiatives de reconstruction locale. Ce scénario verrait l'Alliance consolider une légitimité régionale accrue grâce à une amélioration tangible du quotidien de certaines communautés rurales. Dans une perspective pessimiste, les divergences politiques et militaires se creusent entre les trois États. La centralité du Burkina Faso provoque des tensions accrues avec le Mali et le Niger, qui perçoivent un déséquilibre dans la gestion des ressources et des opérations. Les groupes djihadistes profitent de ces fissures pour intensifier leurs attaques, notamment dans les zones frontalières où la coordination devient plus lente. Les pressions diplomatiques occidentales s'accentuent et amplifient l'isolement des membres de l'Alliance, tandis que la dépendance envers les puissances extérieures devient une source de vulnérabilité stratégique. Dans ce scénario, la stabilité fragile observée durant les premiers mois s'effrite, entraînant un risque de fragmentation interne et une prolongation du conflit. Conseil de méthode pour le lecteur. Si l'on souhaite anticiper l'évolution réelle, il faut observer en priorité le rythme de coordination militaire et la gestion politique des tensions internes, car ce sont eux qui conditionneront la trajectoire finale. Pour de nombreux habitants du Sahel, les évolutions récentes ne se résument pas à des cartes opérationnelles ou à des communiqués militaires. Elles se traduisent par des changements sensibles dans la vie quotidienne. Les familles vivant dans les zones stabilisées observent un retour plus régulier des marchés ruraux, une circulation légèrement plus sûre entre villages et une présence militaire moins dispersée qu'auparavant. Ces signes demeurent fragiles, mais ils rappellent que la sécurité n'est pas un concept abstrait. Elle façonne le rythme de la journée, l'accès à la nourriture, la possibilité pour les enfants de retourner à l'école. Pour ceux qui regardent la région depuis l'extérieur, la dynamique de l'Alliance interroge d'autres aspects. Certains y voient une tentative assumée de rétablir la souveraineté et de sortir d'un modèle d'intervention prolongé qui n'a pas empêché la progression des groupes armés. D'autres s'inquiètent des dépendances géopolitiques qui accompagnent cette reconfiguration, redoutant qu'un soutien extérieur trop marqué ne déplace simplement le centre de gravité sans résoudre les fragilités internes. Ces deux regards coexistent et entretiennent un débat légitime sur la façon d'évaluer la stabilité réelle à moyen terme. Pour les membres de la diaspora sahélienne, la situation génère un mélange d'espoir et de prudence. Beaucoup restent attentifs à la capacité des trois États à maintenir une coordination solide, tout en craignant que les tensions politiques ne compromettent les progrès enregistrés.
Ils suivent aussi de près l'évolution du leadership régional, notamment celui incarné par Ibrahim Traoré, dont les décisions influencent de manière directe la trajectoire de l'alliance. Leur perception oscille entre la volonté de voir la région se renforcer et la crainte de nouveaux cycles d'instabilité. En définitive, ces trajectoires multiples rappellent une réalité centrale. La sécurité du Sahel n'est pas seulement une question militaire, mais une expérience vécue différemment selon la position de chacun. La consolidation de l'alliance des États du Sahel exige une méthode structurée, capable de traduire les premiers résultats militaires en progrès durable. Cette feuille de route, pensée pour réduire les tensions internes et sécuriser les avancées, s'organise autour de 4 étapes pragmatiques qui engagent simultanément les 3 gouvernements. Pour commencer, il s'agit de stabiliser la gouvernance interne de l'Alliance. Chaque capitale doit formaliser un mécanisme de rotation au sein du commandement unifié afin d'éviter l'impression de domination d'un membre sur les autres. La mise en œuvre peut commencer dans les 3 prochains mois, accompagnée d'indicateurs simples: rapidité de décision, taux de participation aux réunions stratégiques, cohérence des ordres transmis aux forces déployées. Ensuite, il convient de renforcer les flux de renseignements. Les 3 États doivent harmoniser leurs protocoles de partage de données afin d'accélérer la détection des mouvements djihadistes. Cette harmonisation gagnerait à être pilotée conjointement par des officiers du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une telle approche permettrait de faire baisser les délais de transmission et de réduire les angles morts persistants. Puis, il faut étendre la sécurisation progressive des corridors ruraux. L'Alliance peut débuter par une dizaine de segments routiers jugés critiques. Les indicateurs de suivi seraient basés sur la fréquence des incidents, la réouverture des marchés et le retour des déplacements locaux. Le rôle d'Ibrahim Traoré, qui soutient une stratégie d'autonomie sécuritaire, sera déterminant pour donner une impulsion politique claire à cette expansion. Enfin, il s'agit d'initier une plateforme de reconstruction locale. Les 3 États pourraient lancer, dans les 12 prochains mois, un cadre de micro-projets financés conjointement. Les résultats seraient observables à travers la réhabilitation d'infrastructures essentielles et la reprise des activités communautaires. Si cette feuille de route s'articule sans heurts, l'Alliance pourrait transformer ses succès tactiques en fondations durables. Lorsque l'on revient à la scène fondatrice du commandement unifié, ce fil discret mais décisif évoqué plus tôt, on comprend mieux ce que représente réellement l'Alliance pour les populations du Sahel. Ce n'est plus seulement une structure militaire ou une addition de moyens matériels, mais un effort collectif pour redonner cohérence à des territoires morcelés par des années d'insécurité. Les premiers villages stabilisés, les marchés qui rouvrent, les routes redevenues praticables rappellent que chaque avancée, même modeste, possède un poids symbolique. Dans ce contexte fragile, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Son influence accélère la coordination, mais elle suscite aussi des attentes immenses, parfois démesurées, dans une région qui cherche encore son équilibre. L'Alliance, malgré ses tensions et ses limites, porte en elle l'idée d'un possible redressement, une idée qui mobilise autant qu'elle inquiète. Les habitants du Sahel, souvent pris entre espoir et prudence, observent chaque geste des 3 capitales dans l'espoir d'un terrain où les fissures laisseraient place à des fondations durables. À la fin, une vérité demeure: l'unité reste la ressource la plus fragile. L'évolution de l'alliance des États du Sahel ne concerne pas uniquement les dirigeants ou les forces armées. Elle façonne déjà, lentement mais sûrement, l'avenir d'une région entière. Les débats autour de la souveraineté, des alliances extérieures et de la capacité des 3 États à préserver leur cohésion montrent combien le moment l'est déterminant.
Beaucoup y voient l'esquisse d'un modèle alternatif, d'autres redoutent les tensions qui pourraient fragiliser les acquis récents. Ces positions, parfois opposées, appartiennent pourtant à une même conversation, celle d'un Sahel en quête de stabilité et de dignité. Dans cet effort collectif, chaque voix compte. Les habitants du Sahel, les membres de la diaspora, mais aussi ceux qui observent la région de loin, peuvent contribuer à une réflexion plus large sur ce que signifie sécuriser durablement un territoire exposé depuis trop longtemps. La question demeure ouverte et elle mérite d'être portée ensemble. Et vous, quel avenir souhaitez-vous voir émerger pour le Sahel?